Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 18 mars 2026 et notre cher ami, notre frère, Matt. Oh, j'ai dit Max, je ne sais pas d'où ça m'est venu. Mais bienvenue à nouveau, Matt. C'est un grand plaisir de t'avoir avec nous. Je ne t'entends pas, ton micro est coupé. Oui. Your mic is muted, yeah. No, you're not. Non, tu n'es pas encore revenu. Ton micro, ce petit bouton ici. Oui, non. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que mon téléphone s'est connecté à mon ordinateur. Donc voilà, c'est ça. Je m'excuse d'être en retard et je vais devoir garder tout mon matériel bien séparé. Mais bref, c'est un plaisir de te voir. Merci de m'avoir invité, Nima. But anyway, it's good to see you. Thanks for having me, Nima. Good to see you, Matt. Let me start, Matt, with the new escalation in Ravi de te voir, Matt. Permets-moi de commencer par la nouvelle escalade au Moyen-Orient, l'attaque contre South Pass, la raffinerie connue en Iran sous le nom de raffinerie d'Assalouieh, l'une des plus grandes et des plus importantes du pays. C'est une nouvelle escalade, quelque chose qui dépasse ce que nous avons vu jusqu'à présent. L'attaque contre le pétrole et d'autres infrastructures, ce qui est si important parce que toute la région va être affectée par ce type d'escalade. Comment vois-tu cela? Pourquoi font-ils ça? Parce que pour moi, cela semble témoigner d'une grande désespérance. Quand on s'en prend aux infrastructures pétrolières, aux installations pétrolières, on a l'impression qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas dans leur façon de penser. Oui, il y a plusieurs choses. Et bien sûr, la réponse de l'Iran a été d'annoncer qu'ils allaient frapper des installations en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats. Les Iraniens ont même émis des avis d'évacuation pour ces sites, et je ne connais personne qui doute qu'ils vont le faire. S'il y a bien une chose que nous, en Occident, aurions dû apprendre depuis le temps, c'est que les gens contre qui nous nous battons disent souvent ce qu'ils pensent vraiment. Ils sont incroyablement sincères dans leurs déclarations et leurs actions. Oui, je veux dire, la sagesse dominante ici, d'après ce que je vois et lis des experts, des commentateurs et tout ça, c'est que les Israéliens font cela, d'une part, pour essayer d'impliquer pleinement les États du Golfe dans la guerre. Les Israéliens ont également précisé qu'ils avaient agi avec la bénédiction et la coopération des Américains. Alors, les gens se souviennent qu'il y a environ une semaine, Israël a frappé ses réservoirs de carburant à l'extérieur de Téhéran, provoquant une catastrophe environnementale vraiment massive. Les Américains ont fait savoir que nous n'étions pas impliqués dans cette opération. Les Israéliens ne nous avaient pas prévenus. Et maintenant, dès que ce piratage a été effectué, les Israéliens affirment que les Américains sont avec eux dans cette affaire. Vous voyez, l'idée, c'est que tout comme les Iraniens ont essayé d'étendre la guerre, les Israéliens font de même, en espérant que la réaction des États du Golfe ne sera pas de faire pression sur les États-Unis pour mettre fin à la guerre, mais plutôt d'y entrer. N'est-ce pas? En utilisant leurs capacités militaires, dont nous n'avons en réalité vu qu'une partie limitée. Nous en avons vu un peu, mais pas beaucoup. De la même manière que les Iraniens mènent ici une guerre économique pour tenter de nuire au monde entier, exerçant ainsi une pression sur les États-Unis afin de mettre fin à cette guerre, tout en cherchant à dissuader à l'avenir toute nouvelle attaque des États-Unis ou d'Israël contre l'Iran, les Israéliens, selon moi, font le même calcul. Ils parient que le reste du monde fera pression sur l'Iran, compte tenu de la perturbation totale de l'approvisionnement énergétique en provenance du Golfe et de toutes les industries et marchandises qui y sont liées. Si nous avions oublié, comme moi, que les engrais proviennent du pétrole, nous en avons certainement été rappelés ces dernières semaines. Et nous en serons à nouveau conscients cet été, lorsque nos fruits et légumes seront hors de prix au supermarché. Pas que cela ait vraiment cessé d'être cher au cours des 5 dernières années, je suppose.
Oui, je veux dire, je pense que c'est l'idée, la logique derrière la raison pour laquelle Israël a fait cela, pourquoi ils veulent étendre la guerre de cette manière. Mais je pense aussi que, pour reprendre ton point, cela reflète la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent. C'est une guerre qui, en ce moment, se déroule au bénéfice de l'Iran. On peut revenir sur les raisons pour lesquelles je le vois ainsi. Mais l'idée, c'est que l'Iran a l'initiative. Le temps semble jouer en faveur de l'Iran. L'Iran a des objectifs politiques clairement définis et atteignables, ainsi qu'une stratégie qu'il met en œuvre pour les réaliser. Les Américains et les Israéliens n'ont pas cela. Et je pense qu'il faut aussi dire que cette frappe contre l'installation de traitement du gaz naturel a été menée en parallèle avec la reprise des attaques de décapitation, des assassinats ciblés. Nous avons vu 321 Yevekrin avec environ. Donc je veux dire, ce retour encore une fois à la force brute, à la guerre pure et simple, cette stratégie qui consiste à espérer qu'on retirera peut-être la bonne pièce de Jenga dans la tour ou la bonne carte dans le château de cartes, et que le gouvernement iranien s'effondrera ou que cela inspirera, je sais que c'est ton sujet préféré, que cela inspirera des soulèvements sectaires en Iran, n'est-ce pas? Je veux dire ce fantasme auquel il s'accroche. Donc, tu vois, je pense qu'il y a plusieurs raisons ici. Mais aucune d'entre elles n'est liée au fait que les Israéliens et les Américains dominent cette guerre. Aucune n'est liée au fait que cette guerre tourne à l'avantage des Israéliens et des Américains. Et ce n'est certainement pas parce que les Israéliens et les Américains ont l'initiative. Ils font tout ce qu'ils peuvent en ce moment pour la reprendre. Et cela ne semble pas être la direction que les choses prennent. Je pense que quand on vit dans une maison de verre, il faut faire attention à ce qu'on fait. Tu sais, Israël dépend tellement, Matt, des usines de dessalement. Pas seulement Israël, mais tous ces États arabes avec Israël. Sont-ils vraiment suicidaires? Il y a eu une frappe sur l'usine de dessalement iranienne juste après la première semaine de la guerre, il y a peut-être environ 2 semaines maintenant. Ensuite, la riposte iranienne a été de frapper l'usine de dessalement aux Émirats, et cela a semblé mettre fin à cette escalade. Mais les Israéliens et les Américains considèrent les États arabes impliqués comme jetables. Ils les voient comme des tampons, de la chair à canon, en somme. Des morceaux de propriété, de territoire, de terrain et d'infrastructures qu'ils peuvent sacrifier ou utiliser pour absorber les drones et les missiles iraniens. Et puis il y a cet espoir, l'idée, les doigts croisés, d'une stratégie de l'espoir, selon laquelle, d'une manière ou d'une autre, les Saoudiens, les Koweïtiens, les Qataris, les Émiratis, et ainsi de suite, vont s'engager pleinement dans cette guerre aux côtés d'Israël et des États-Unis. Encore une fois, c'est une stratégie fondée sur l'espoir. Et cet espoir devient chaque jour plus désespéré à mesure que la guerre se prolonge, car il devient évident que, même si les Américains et les Israéliens avaient une stratégie, quelle qu'elle soit, elle n'allait jamais aboutir, ou bien elle était absurde. Ou encore, elle repose simplement sur l'idée qu'en les bombardant suffisamment, ils finiront par céder et s'effondrer. Et alors, soit nous aurons notre marionnette en place, soit il y aura un tel chaos que le pays deviendra un État failli, vous voyez, et ainsi de suite. Et vous savez, ce n'est pas comme ça que les choses vont se passer. Et comme vous l'avez dit, le temps semble jouer en faveur de l'Iran ici. Je veux dire, les Iraniens ont adopté une stratégie visant à atteindre leur objectif de dissuasion dans la région en exerçant une pression sur les alliés de l'Amérique dans le Golfe, ainsi en mettant la pression sur le monde entier. Et ils ont la capacité de le faire, comme nous l'avons vu. Et voilà que les Américains et les Israéliens essayent d'intensifier cette guerre en poussant les Iraniens
à détruire les infrastructures énergétiques des États du Golfe, dans l'espoir que d'une manière ou d'une autre, cela les amènera à se ranger de notre côté, pleinement de notre côté. Ils se défendent déjà, bien sûr, contre l'influence iranienne, les missiles et les drones. Mais oui, je veux dire, c'est une folie absolue, c'est absurde. Vous savez, j'ai donné une interview hier sur TRT et je m'excusais en quelque sorte, comme je l'ai fait dans d'autres interviews. Parce que quand on dit cela, l'animateur réagit en disant quelque chose comme « Nous sommes tous comme ça ». C'est incroyable, ça n'a aucun sens. Je veux dire, voilà la réalité à laquelle nous faisons face. Israël, les États-Unis, et rien n'a de sens là-dedans, à part leurs ambitions impériales et sionistes. Je pense, Matt, que ce qui se passe dans l'esprit de ces États arabes, je ne sais pas si les États-Unis les ont prévenus avant que l'attaque n'ait lieu, mais en ce moment, l'Iran les frapperait, et les frapperait durement, à mon avis. Le président du Parlement l'a dit, et le commandant de l'armée l'a dit aussi. Bloomberg a rapporté, il y a quelques instants, que certaines installations énergétiques régionales sont en cours d'évacuation après qu'un avis d'évacuation a été émis par l'Iran. Et voici la question qui se pose maintenant à ces États arabes, car ils se réunissent en Arabie Saoudite. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Les ministres des Affaires étrangères de tous ces États arabes, ainsi que ceux de la Turquie et de l'Azerbaïdjan, vont se réunir en Arabie Saoudite pour discuter de ce à quoi pourrait ressembler l'avenir de ce type d'escalade. Beaucoup de ces pays ne peuvent pas y survivre. C'est bien là le problème. Ils vont en parler. Et la question de savoir dans quelle mesure cela influencera les décideurs aux États-Unis reste, à mon avis, très incertaine, car Donald Trump ne semble pas se soucier de ces pays. Non, il les considère comme acquises. Et les tentatives de ces pays d'acheter une position de privilège, pas un privilège, mais une place proche ou de premier rang auprès de Donald Trump, ont montré que cela ne fonctionnait pas. Vous savez, l'année dernière, lorsque Donald Trump a visité la région du Golfe et qu'on lui a déroulé le tapis rouge, il est allé dans tous leurs palais et ils ont promis des centaines de milliards de dollars d'investissement aux États-Unis. Les Qataris lui ont même offert un avion d'une valeur d'un demi-milliard de dollars. Eh bien, cela n'a rien changé quand ils ont décroché le téléphone pour l'appeler et lui dire « Monsieur le Président, ne faites pas cette guerre ». Ils ne les écoutaient pas. L'idée que les alliés du Golfe comprennent désormais, que les Européens comprennent désormais, que les Ukrainiens acceptent est la suivante. Il existe une hiérarchie dans l'Empire américain et Israël en est au sommet. Et il y a un grand fossé entre ce premier niveau de la hiérarchie où se trouve Israël et tous les autres pays. Bien sûr, les Européens se classent au-dessus des Africains. Mais vous savez, pour ce genre de choses, c'est ce à quoi il faut s'attendre. Alors que ressortira-t-il de cette réunion des ministres des Affaires étrangères? Nous attendons tous de voir. Peut-être seront-ils tellement préoccupés par le court terme, tellement soucieux de garder leur emprise sur le pouvoir, tellement inquiets de devenir le prochain projet américano-israélien qu'ils suivront les Américains, simplement par peur, pour rester dans le rang. Oui, mais peut-être feront-ils preuve de plus de courage. Peut-être seront-ils plus audacieux. Peut-être auront-ils une vision à long terme plus juste et plus sage de tout cela, voyant bien que cela ne se termine jamais vraiment. Ce sera toujours ainsi. Soit l'Iran est brisé en une douzaine de morceaux différents, comme la Syrie ou l'Irak l'ont été, et les États du Golfe en payent les conséquences et les coûts énormes, soit l'Iran se maintient à travers cette guerre. Et alors, la guerre recommence dans 6 mois, 12 mois,
2 ans, 5 ans. J'espère que c'est de cette manière que ces ministres des Affaires étrangères abordent la situation, avec une perspective à plus long terme, en calculant ce qui sert le mieux leur intérêt national, non pas à court terme, ni pour leur propre carrière, mais ce qui est réellement dans le meilleur intérêt de leur pays, en termes premièrement de durabilité pour la prochaine génération, et deuxièmement de souveraineté. En ce qui concerne le calendrier de la guerre et le temps qu'il faudra pour en sortir, voici ce que J.D. Vance vient de dire il y a quelques instants. Personne n'aime la guerre, n'est-ce pas? Et je vous garantis que le président des États-Unis n'a aucun intérêt à nous entraîner dans les types d'enlisement à long terme que nous avons connus par le passé. Je connais le président, je connais sa façon de penser la sécurité nationale de l'Amérique. Ce n'est absolument pas un risque avec ce président. Ce qu'il répète aussi depuis 10-15 ans, peut-être même plus longtemps, c'est que l'Iran ne peut pas posséder d'armes nucléaires et qu'il est prêt à agir, diplomatiquement idéalement, mais militairement si nécessaire, pour s'assurer que cela n'arrive pas. Est-ce que c'est convaincant? Quel menteur absolu il est. Quel menteur terrible il est. Quel imposteur absolu. Tout chez ce type incarne les pires aspects de notre époque. En laissant de côté les absurdités, ce qu'il dit là, les mensonges qu'il profère, la glorification du grand leader Donald Trump, tout ce qu'il doit faire en tant que vice-président, concentrons-nous simplement sur le point essentiel qu'il a soulevé à propos de Donald Trump, qui n'aurait pas permis à l'Iran d'avoir une arme nucléaire. Eh bien, tout d'abord, l'Iran n'a pas de programme d'armes nucléaires et n'en a pas eu depuis au moins 2003. Mais j'imagine que les faits et la réalité n'ont aucune importance pour ces gens. Comme nous le savons, quiconque a observé l'Empire américain toute sa vie vous le dira, qu'il ait 15 ans ou 85 ans. Les faits et la réalité n'ont aucune importance. Ce qui compte, c'est la mythologie, c'est le récit. C'est le fait que l'Empire des États-Unis existe à l'intersection de la cupidité est une vertu, et la force fait le droit. Et c'est tout ce qui importe, vous voyez. Mais cette idée, puis affirmer que c'est vrai, dire qu'ils y sont attachés, dire que Donald Trump, depuis 15 ans, se couche chaque soir en adressant une prière au bon Dieu, lui demandant de ne pas laisser les Iraniens avoir une arme nucléaire, n'est-ce pas? Comment cela va-t-il être réalisé? Il est impossible d'y parvenir sans une occupation physique de l'Iran, par l'armée américaine, par les Israéliens, par des forces par procuration, etc., pour les empêcher d'agir. À moins de contrôler physiquement tous les espaces que les Iraniens possèdent ou pourraient construire, il n'y a aucun moyen de les empêcher d'obtenir une arme, sauf par un effort politique. Et cet effort politique, c'est ce que Barack Obama a entrepris en 2015 avec l'accord du JCPOA. Cet effort a mis fin à toute perspective que l'Iran obtienne une arme nucléaire, alors même qu'il n'était pas en train d'en acquérir une à l'époque. Et c'était un bon accord, solide, accepté par tout le monde, sauf Trump, les Israéliens et les sionistes ici aux États-Unis, y compris de nombreux membres du propre parti du président Obama, comme Chuck Schumer. Vous savez, je veux dire, cette idée selon laquelle le but est d'empêcher l'Iran d'obtenir une arme nucléaire. Comment cela va-t-il être réalisé? Je veux dire, c'est la même chose aussi. Si vous regardez du côté des Israéliens, juste hier, la chaîne 12 en Israël a publié une déclaration disant « Nous venons de parler avec un haut responsable. Voici les objectifs de la guerre. Voici les 5 objectifs israéliens dans la guerre. » Les 2 premiers points concernent le détroit d'Ormuz, qui n'était pas un problème avant que les États-Unis et Israël n'attaquent l'Iran. Donc maintenant, tout à coup, les objectifs deviennent quelque chose que vous avez vous-même créé.
Je pense que c'est quelque chose qu'on apprend dès la première ou la deuxième semaine du cours de stratégie 101. Ne faites pas ça. Vous savez, n'adoptez pas une politique, une stratégie ou des actions dont vous devrez ensuite réparer les conséquences. Et je dirais que pour ce qui est des alliés européens et des alliés du Golfe des États-Unis, ainsi que du reste du monde, le moyen le plus rapide de rouvrir le détroit d'Ormuz, de rétablir l'accès vers et depuis le Golfe Persique et le Golfe d'Oman, serait que des avions de guerre américains et israéliens soient abattus, et non d'envoyer des navires dans la région pour tenter d'ouvrir le détroit. Vous savez, la réalité, c'est que le moyen le plus rapide d'ouvrir le détroit d'Ormuz serait que d'autres pays abattent des avions américains et israéliens. Bien sûr, cela n'arrivera pas. Mais c'est justement là toute l'absurdité de la situation. En soutenant les Israéliens, les deux premiers objectifs concernent le détroit. Le suivant, c'est le programme de missiles, qui présente le même problème que le programme d'armes nucléaires. Sauf qu'au moins, le programme de missiles existe réellement. Comment l'éradiquer? Pour cela, il faudrait déployer des soldats dans tout le pays afin de s'assurer qu'ils ne construisent pas ces armes et ne les lancent pas dans un pays 4 fois plus grand que le Colorado. Il y a eu récemment beaucoup de cartes intéressantes qui circulent sur X, montrant à quel point l'Iran est vaste comparé au Sud-Vietnam, un pays où les États-Unis avaient déployé 560 000 soldats et n'ont pourtant jamais réussi à le contrôler réellement. C'est d'ailleurs le problème fondamental que j'ai rencontré lorsque je suis arrivé en Afghanistan en 2009 et que j'ai vu le terrain, la géographie, que j'ai découvert de mes propres yeux à quoi ressemblait vraiment l'Afghanistan. On est dans un hélicoptère, on voit que nous avons établi une garnison dans une vallée, mais qu'il y en a 15 autres où nous ne sommes pas présents. Et l'absurdité, c'est de penser que c'est ainsi que nous allons empêcher Al-Qaïda d'avoir des camps de base en Afghanistan, alors qu'ils n'en avaient même pas besoin au départ. Il faudrait garnir chaque vallée d'Afghanistan de garnisons. Il faudrait utiliser l'armée des États-Unis, comme pendant la Seconde Guerre mondiale, avec 13 millions d'hommes pour y parvenir. Vous voyez l'absurdité des objectifs et leur impossibilité même. Comment peut-on les atteindre? Et puis le quatrième objectif pour les Israéliens concernait le programme d'armes nucléaires. Et bien sûr, le dernier, c'est le changement de régime. C'est ce qu'a rapporté la chaîne 12 en Israël. Et encore une fois, comment y parvenir? Mais je pense que c'est clair, tant pour les Américains que pour les Israéliens. Si vous ne pouvez pas obtenir un changement de régime, alors la guerre civile ou un État failli, encore une fois, une réplique de la Syrie et de la Libye, est la meilleure alternative. Matt, penses-tu que l'administration Trump rencontre d'une certaine manière des difficultés internes? Disons les choses ainsi. Joe Kent a démissionné. Il a dit qu'il connaissait la région, il y a combattu et sa femme y a été tuée. Et il déclare ensuite plus de guerre avec l'Iran, parce que selon lui, l'Iran ne représente pas, tu sais, une menace imminente pour les États-Unis. Et lorsque Donald Trump a été informé de la démission de Joe Kent, il a dit qu'il ne pouvait évidemment pas en rejeter la faute sur la gauche. Joe Kent n'est pas un homme de gauche. Il ne pouvait pas aller jusque-là. C'est uniquement parce qu'il regarde ce socialiste sur DialogueWorks. C'est pour ça. Mais nous voyons quelque chose ici. Vous savez, il occupait un poste très important dans l'administration Trump. C'est pourquoi sa démission est importante. Quelle est votre compréhension de l'administration Trump? Oh, à ce stade, c'est juste un cirque. Je pense que ça l'a toujours été. C'est plein de... Enfin, je veux dire, c'est l'un de ces... Vous savez, on en a sans doute déjà parlé, donc désolé de me répéter. Mais vous savez,
Les comparaisons entre 2003, l'invasion de l'Irak, et cette guerre en 2026 sont très pertinentes. Il y a des similitudes et des différences. L'une des différences, c'est qu'en 2003, les États-Unis étaient dirigés par des menteurs compétents, et qu'ici, en 2026, nous sommes dirigés par des menteurs incompétents. Quant au groupe, au cercle, aux gens qui entouraient le président des États-Unis, quoi qu'on puisse en dire, ils étaient abjects, meurtriers, criminels de guerre, mais au moins, c'étaient des idéologues. Ils avaient au moins un certain degré de conviction et de principe, aussi abjects fussent-ils. C'étaient des gens loyaux envers les institutions, loyaux envers les structures, dont les réflexions provenaient de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Comparez cela à ce que vous aviez à l'époque, et aussi abject qu'ils aient pu être. Comparez cela à ce que vous avez aujourd'hui, où le président est entouré de sycophantes, d'escrocs et d'opportunistes. Ces gens sont des sadiques et des nihilistes. Ils sont tout simplement à la dérive. Ils n'ont de loyauté envers rien d'autre que leur propre intérêt. Beaucoup d'entre eux occupent leur poste parce qu'ils ont réussi à s'imposer dans un environnement politique et médiatique américain corrompu. Je veux dire, regardez simplement les personnes qui témoignent en ce moment devant la commission du renseignement du Sénat. Peut-être que c'est déjà terminé. Vous avez Tulsi Gabbard, vous avez Kash Patel, et plus tard dans la journée, Pam Bondi va témoigner. Je veux dire, aucune de ces personnes n'a la moindre cohérence idéologique. Ils n'ont encore une fois aucune. Ils ne viennent d'aucune institution, d'aucune infrastructure. Il n'y a rien que l'on puisse désigner en disant « Je comprends les arguments de cette personne. Je comprends ce qu'elle fera probablement ensuite. » Parce qu'ils ne possèdent aucune forme d'attitude intellectuelle et, en utilisant cela dans le sens le plus subjectif et relatif, moral, n'est-ce pas? Donc, disons, même les sionistes les plus fervents, aussi déshumanisants soient-ils, surtout lorsqu'on entre dans cet aspect vraiment fanatique de suprématie juive, il y a au moins une structure que l'on peut identifier, que l'on peut formuler, qui les définit. Mais chez ces gens-là, ça n'existe pas. Et je pense que, encore une fois, aussi criminelle, révoltante et meurtrière que fut, disons, l'invasion de 2003, et les personnes qui l'ont menée et soutenue, ce que nous avons ici est quelque chose de différent. Et donc oui, l'incapacité de cette administration à contrôler la situation est évidente, et on peut le constater aussi sur le plan intérieur. On a vu comment leurs descentes liées à l'immigration à travers les États-Unis ont complètement échappé à tout contrôle, comment ils ont été en quelque sorte vaincus et ont dû battre en retraite de Minneapolis face au peuple du Minnesota. Je veux dire donc, mais dans un sens plus large, encore une fois, j'ai déjà dit que les Iraniens avaient l'initiative, et avoir l'initiative est l'un des éléments essentiels de la guerre. Et si vous ne pouvez pas contrôler l'initiative, si vous ne détenez pas l'initiative, vous ne gagnerez pas la guerre. Et les Américains en sont tout simplement incapables. Ils sont contraints de réagir, encore et encore, à ce que font les Iraniens ou à ce que font les Israéliens. Donc je veux dire, quand on regarde les gros titres aux États-Unis, et que certains disent que ce ne sont que des gros titres, que cela n'a pas d'importance, eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Vous ne comprenez pas la guerre. Vous ne comprenez certainement pas la guerre dans son contexte moderne, si vous pensez que les gros titres n'ont pas d'importance. Mais vous savez, les gros titres d'hier aux États-Unis étaient d'abord la démission de Joe Kent, le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme. Parce que, encore une fois, comme vous l'avez dit, cette guerre est une guerre de choix, une guerre d'agression, où l'Iran n'attaquait aucune menace pour les États-Unis, ou du moins ne représentait pas une menace imminente pour les États-Unis, et que cette guerre est menée au nom d'Israël. C'est le grand titre aux États-Unis.
L'autre grand titre, c'était que le Gerald Ford doit retourner en Grèce ou en Crète, ou peu importe, parce que sa buanderie a pris feu. Je veux dire, ce navire de 15 milliards de dollars doit être retiré de la zone de combat parce qu'il y a eu un très mauvais incendie, parce que quelqu'un a laissé trop de peluche dans un des sèche-linges ou quelque chose comme ça. Tu sais, je veux dire, l'incapacité des Américains à présenter des objectifs, à proposer une quelconque stratégie ou un plan, sans même parler de contrôler ou de gérer ce qu'ils ont réellement le pouvoir de contrôler et de gérer, est tout simplement flagrante. Et donc, faute de meilleurs termes, c'est un cirque, c'est incroyable, et c'est terrible, parce que des gens souffrent, des gens meurent. Tu sais, tu as de la famille en Iran. Je me sens idiot de ne même pas t'avoir demandé comment ils allaient. Mais l'idée que des gens meurent et souffrent et tout ça, qui qu'ils soient, avec ces gens au sommet, c'est tout simplement écœurant. Ça me donne envie de vomir. Je pensais que les clans au pouvoir, qu'il s'agisse de ceux de Bush ou d'Obama, étaient déjà assez répugnants. Mais là, on atteint un autre niveau. Matt, tu te souviens quand Tulsi Gabbard a été annoncée comme rejoignant l'administration Trump? On pensait qu'elle allait tout changer. Et aujourd'hui, il y a eu cette audition au Sénat, où on lui a posé plusieurs questions sur la guerre avec l'Iran. Voici ce qui s'est passé et ses réactions à ces questions. Cette déclaration liminaire, telle qu'elle a été soumise au comité avant cette audition, indiquait qu'à la suite des frappes aériennes de l'été dernier, je cite, « Le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran a été anéanti ». Fin de citation. C'est exact? C'est exact. Et est-ce en fait l'évaluation de la communauté du renseignement? Oui. Donc l'évaluation de la communauté du renseignement est que le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran a été anéanti par les frappes aériennes de l'été dernier. Oui. Dans la déclaration liminaire que vous avez soumise au comité hier soir, vous avez également déclaré, je cite, « Il n'y a eu, depuis lors, aucun effort pour tenter de reconstruire leur capacité d'enrichissement. » C'est bien cela? C'est exact. Et c'est l'évaluation de la communauté du renseignement. Oui. La Maison-Blanche a déclaré le 1er mars de cette année que cette guerre avait été lancée comme, je cite, « une campagne militaire visant à éliminer la menace nucléaire imminente posée par le régime iranien. » Fin de citation. C'est une déclaration de la Maison-Blanche, la menace nucléaire imminente posée par le régime iranien. Était-ce l'évaluation de la communauté du renseignement qu'il existait une menace nucléaire imminente posée par le régime iranien? La communauté du renseignement a estimé que l'Iran conservait l'intention de reconstruire et de poursuivre l'expansion de son programme d'enrichissement nucléaire. L'évaluation de la communauté du renseignement était-elle qu'il existait, je cite, « une menace nucléaire imminente posée par le régime iranien, oui ou non? » Sénateur, la seule personne qui peut déterminer ce qui constitue ou non une menace imminente est le président. Faux. Ceci est l'audition sur les menaces mondiales, où vous présentez au Congrès les informations nationales, opportunes, objectives et indépendantes de toute considération politique. Vous avez déclaré aujourd'hui que selon l'évaluation de la communauté du renseignement, le programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran avait été anéanti et que, je cite, « il n'y avait eu depuis aucun effort pour tenter de reconstruire leur capacité d'enrichissement ». L'évaluation de la communauté du renseignement était telle néanmoins que malgré cette destruction, il existait, je cite, « une menace nucléaire imminente posée par le régime iranien ».
Oui ou non? Il n'incombe pas à la communauté du renseignement de déterminer ce qui constitue ou non une menace imminente. Cela dépend du président en fonction du volume d'informations qu'il reçoit. C'est précisément votre responsabilité de déterminer ce qui constitue une menace pour les États-Unis. Il s'agit de l'audition sur les menaces mondiales. Oui, tu sais, Matt, c'est incroyable à voir. Tulsi Gabbard n'a pas réussi à influencer Donald Trump, mais elle a absorbé toute son influence à lui. Et en ce moment, on peut pratiquement dire qu'elle est Donald Trump, parce qu'elle ne fait que répéter ce qu'il disait. Oui, c'est intéressant parce que j'ai travaillé avec eux deux auparavant, il y a des années. Vous savez, quand le sénateur Ossoff, je le connaissais sous le nom de Jonathan, était, je crois, dans le bureau de Hank Johnson. Il était assistant parlementaire, un type formidable avec qui travailler. Et je connaissais Tulsi Gabbard quand elle était représentante Gabbard, et j'ai beaucoup collaboré avec elle sur des initiatives anti-guerre, anti-pomoy, en essayant de nous tenir à l'écart du conflit syrien. En 2018, je me suis tenu devant le Capitole avec elle et Feu Walter Jones. Lorsqu'elle et M. Jones ont présenté à la Chambre des représentants une résolution qui aurait rendu automatique les procédures de destitution pour tout président ayant recours à la force militaire sans autorisation du Congrès. Et maintenant, on voit qui elle est, n'est-ce pas? Celle qu'elle a toujours été, ou celle qu'en se rapprochant du pouvoir et en voulant davantage, elle s'est laissée devenir. Et je pense que c'est probablement plutôt la première option. Ça l'a toujours été. Mais oui, elle fait certainement très bien son travail au nom du président des États-Unis, même si le sénateur Ossoff s'est plutôt bien débrouillé pour lui faire admettre qu'il n'y avait pas de programme d'armes nucléaires. D'après les renseignements américains, tout ce que les Iraniens avaient a été détruit, et cela assez récemment. Les évaluations concluent donc qu'il n'y a pas de menace. Oui, nous verrons encore et encore ce genre de choses à mesure que la guerre se poursuit. L'absurdité ne fera que croître, encore et encore. Et, presque en parallèle, à mesure que la souffrance, la destruction et l'extension de cette guerre s'intensifient, l'absurdité, les scènes comme celles que nous venons de voir avec Tulsi Gabbard, continueront elles aussi à se multiplier. Tu sais, c'est comme l'a dit Socrate, la frontière entre le tragique et le comique est comme celle entre la lumière et l'ombre. Tu vois, c'est indissociable. Et donc, le comique accompagne toujours le tragique, comme c'est toujours le cas avec la guerre. C'est pourquoi je dis aux gens que les meilleurs livres à lire sur la guerre sont, tu sais, Catch 22, MASH ou Abattoir 5, des choses de ce genre. Ce sont ces types de livres qui te montrent vraiment ce qu'est la guerre, parce qu'elle est imprégnée d'un niveau d'absurdité qu'il faut voir pour vraiment l'apprécier, je pense. Ce sont les nouvelles images qui proviennent de la guerre. Il semble que les États-Unis épuisent leurs missiles de croisière. Quelle est votre compréhension de la situation? Qui dirige toute l'opération? Est-ce Donald Trump? Sait-il quelque chose des aspects militaires de ce qui se passe? Ou s'agit-il simplement des politiques dont il parle? Parce qu'il me semble qu'il n'y a aucun lien entre ce qu'il dit et ce qui se passe réellement sur le champ de bataille. Et bien sûr, si vous regardez ce que dit Hegseth, le général Keane est un peu plus circonspect, je pense. Il reste néanmoins un véritable partisan de tout cela. Vous savez, avec la marine à court de missiles de croisière, on peut voir que c'était quelque chose qui aurait dû être bien compris, et je suis sûr que ça l'était. Mais je suis également certain que les planificateurs avaient dit « Écoutez, une fois que nos navires auront tiré leurs missiles de croisière,
Ils devront soit retourner en Méditerranée, soit se rendre à Diego Garcia pour recharger leurs missiles. Les navires de la marine, les destroyers, utilisent ce qu'on appelle un système de lancement vertical. Les gens ont déjà vu cela, quand le missile est tiré directement vers le haut depuis le pont, et on ne peut pas vraiment le recharger en mer. On ne peut pas faire venir un autre navire pour le faire. Enfin, en théorie, ils en sont capables, mais ils ne le font pas, vous voyez, parce que j'imagine que c'est tout simplement trop difficile ou trop complexe. Les personnes qui en savent plus que moi sur le sujet pourront compléter dans les commentaires. Je suis sûr que Scott Ritter pourrait en parler bien mieux que moi. Mais, vous savez, l'idée c'est que, d'accord, on pourrait aussi le faire à Bahreïn, mais on ne va pas pouvoir utiliser Bahreïn, le port de la 5e flotte là-bas. Et je vous garantis qu'il y avait des planificateurs au Pentagone qui ont dit cela et à qui on a dit de se taire, tais-toi et exécute, n'est-ce pas? Je veux dire, toute cette attitude du genre, ne t'en fais pas, ou pourquoi ne crois-tu pas comme nous que tout va se passer comme prévu? Pourquoi es-tu si négatif? J'ai entendu ça 1 million de fois pendant mon temps dans l'armée. Donc tout cela est prévisible. À un moment donné, vos destroyers et sous-marins vont manquer de Tomahawk, et ils devront alors parcourir une longue distance pour en obtenir de nouveaux. Ils iront à Diego Garcia parce qu'ils ne pourront pas retourner en Méditerranée. Ils ne veulent pas passer devant les Houthis, vous voyez? Donc oui, je veux dire les erreurs de calcul ici. Le manque de prévoyance, laisse pour une fois, la croyance que tout soit au rating en quelques semaines. Ne t'inquiète pas de manquer de missiles de croisière, car d'ici à ce que cela arrive, l'Iran sera tellement affaibli, tout sera en train de s'effondrer. Ils ne seront plus capables de riposter. Nous n'aurons même plus besoin de missiles de croisière, tu sais, quand nous entrerons dans la 4e semaine de cette guerre. D'ici la fin de la 3e semaine, nous n'en aurons plus besoin. Ce sera pratiquement terminé à ce moment-là. Et nous effectuerons simplement de grands bombardements avec des B-52, des B-1 et des B-2. Tu sais quelque chose que nous avons vu cette dernière semaine? Nous avons vu des preuves d'avions de guerre américains et israéliens dans le ciel d'Israël, ce que nous n'avions pas vu au cours des 2 premières semaines. Mais tout ce que nous voyons dans les vidéos diffusées, les B-1 et les B-52 se préparant à lancer des frappes sur l'Iran, montre qu'ils transportent des missiles à longue portée. Donc, apparemment, la situation ne semble toujours pas assez sûre pour que les B-1 et les B-52 s'approchent et larguent de grandes quantités de bombes. Je suis sûr que cela faisait partie de la planification, qu'à ce stade, 3 semaines après le début de la guerre, en entrant dans la 4e semaine, nous aurions une domination totale et pourrions, en gros, tout bombarder. Ils n'aiment pas ce terme, mais bombarder massivement, faute de mieux. Tout ce que nous voudrions. Nous pourrions larguer de grandes quantités de JADAM de 500 et 2000 livres où bon nous semble, ainsi que des bombes anti-bunker, des munitions pénétrantes et d'autres du même genre. Ouais, c'est tout simplement pas comme ça que ça s'est passé. Je pense donc que cet exemple de la marine à court de missiles de croisière illustre de manière très claire les failles globales de cette stratégie, le manque de planification, le manque de préparation. Vous savez, encore une fois, où allez-vous reconstituer vos stocks de missiles? Où les destroyers vont-ils aller? Et vous savez, dans l'armée, on vous enseigne la règle des 6 P ou des 7 P. Une planification préalable appropriée prévient une performance pitoyable. C'est quelque chose que toutes les branches de l'armée enseignent à leurs officiers et sous-officiers dès le premier jour de leur formation. Et c'est exactement ce qu'on voit ici, encore et encore. Et puis, on compare cela avec les Iraniens, leur préparation,
leur planification, leur capacité à garder l'initiative, leur aptitude à définir des objectifs politiques et à élaborer une stratégie qu'ils peuvent réellement mettre en œuvre pour les atteindre. L'autre chose que je dirais, puisque nous parlons maintenant de ce que je trouve impressionnant chez les Iraniens, et de pourquoi cette guerre joue en leur faveur, et pourquoi le temps semble être de leur côté, c'est qu'ils ont fait preuve d'un degré de patience stratégique tout à fait remarquable. Le fait qu'ils aient traversé 2 épisodes de conflit avec Israël en 2024, puis, bien sûr, une guerre de 12 jours l'année dernière, sans utiliser leur meilleur système de missiles, qu'ils n'aient pas déployé un grand nombre de leurres dans leurs attaques pour révéler leurs intentions, comme ils l'avaient fait au cours du premier ou du 2e jour de cette guerre. Ils ont sous-évalué leurs drones. Ils n'ont certainement pas du tout révélé comment ils allaient les utiliser, les tactiques qu'ils emploieraient et la manière dont ils pourraient vaincre les défenses aériennes américaines et alliées. Vous savez aussi que les Iraniens avaient une compréhension du système de commandement et de contrôle américain dans toute la région, l'empreinte des services militaires et de renseignements américains à travers la zone. Et ils ont réussi à frapper ces cibles à plusieurs reprises. Nous avons tous vu les photos de plusieurs systèmes radars détruits, valant des centaines de millions, voire $1 milliard. Et le plus important, c'est qu'ils ne peuvent pas être remplacés. C'est pourquoi on assiste maintenant à cette évacuation d'urgence des systèmes de missiles THAAD depuis la Corée du Sud, vers les États-Unis, ou plutôt vers la région. Donc je veux dire, la patience stratégique des Iraniens ici a été incroyable. Et vous savez, quand on fait face à quelqu'un qui est prêt à faire cela, qui est prêt et capable, à travers 3 cycles de conflits précédents, de comprendre qu'il a un plan à long terme, de comprendre comment il peut maîtriser ce qu'il traverse en ce moment, et qu'il est capable de retenir toutes ces choses, ces missiles, ces drones, ses capacités de renseignement, parce que ce n'est pas encore le bon moment. Il faut s'en tenir au plan. Wow, c'est un adversaire dangereux. C'est quelqu'un que je ne veux pas affronter. Vous savez, l'autre chose que je devrais dire, puisque j'en parle maintenant, c'est cette idée que beaucoup d'entre nous, moi y compris, avons mal comprise. Le statut de l'axe de la résistance. Bien sûr, la Syrie est hors jeu, tant qu'Assad est toujours au pouvoir, évidemment. Je pense que beaucoup d'entre nous sont surpris par ce que font les Yéménites ou les Houthis en ce moment. Acceptent-ils vraiment le cessez-le-feu avec les Américains conclu l'année dernière? Ont-ils vraiment été tellement affaiblis qu'ils ne peuvent plus participer, vous savez, à la guerre avec Assad, les États-Unis, sous les administrations Biden et Trump, ou bien, et c'est ce que je trouve très probable, sont-ils simplement tenus en réserve? Les Iraniens et le reste de l'Axe attendent peut-être le meilleur moment pour introduire les Houthis dans la guerre. Encore une fois, si l'on revient à la préparation iranienne, à la planification de cette guerre, à leur patience stratégique, cela a du sens concernant les Houthis. Maintenant, je veux dire, je pense que je me suis vraiment trompé là-dessus, et beaucoup d'autres aussi, à propos du Hezbollah. Et l'idée que beaucoup d'entre nous pensaient que le Hezbollah avait été neutralisé, que les Israéliens avaient effectivement éliminé le Hezbollah du conflit. Parce qu'encore une fois, le Hezbollah, au cours des 15 ou 16 derniers mois, n'avait présenté aucune menace pour Israël et avait respecté ce cessez-le-feu, même alors que les Israéliens avaient bombardé le Liban des milliers de fois. Et maintenant, nous voyons le Liban, ou le Hezbollah, entrer immédiatement dans cette guerre, en coordination avec les Iraniens, de manière bien organisée et structurée, afin de faire pression sur Israël et de permettre aux Iraniens de concentrer leur attention sur les États du Golfe. Vous savez aussi que les milices irakiennes sont entrées en jeu ici, frappant des bases américaines à travers l'Irak, mais aussi des bases américaines dans toute la région.
Et les milices irakiennes étaient quelque chose que, vous savez, surtout après la mort de ces 3 soldats américains en Jordanie durant l'hiver 2024. Oui, vous savez, je pense que beaucoup d'entre nous pensaient que le gouvernement de Bagdad avait réussi à, disons, les tenir en laisse, en quelque sorte, à les faire taire. Et non, je me suis trompé là-dessus. Clairement trompé. Donc, vous voyez, le fait que l'axe de la résistance n'ait pas été neutralisé, qu'il fonctionne comme prévu, et que ce ne soit que maintenant qu'il soit déployé comme prévu, comme nous l'avons vu ces dernières années. Je trouve cela vraiment remarquable. Et cela devrait faire réfléchir sérieusement quiconque pense que cette guerre ne joue pas en faveur de l'Iran. Matt, Donald Trump envoie l'USS Tripoli avec 2500 marines à bord. Et il parle d'y aller. Je ne sais pas à quoi pense ce type. Quand j'étais en Iran, tout le monde me demandait si Donald Trump allait attaquer l'Iran. J'ai dit non, parce qu'il n'est pas stupide. Il n'allait pas attaquer l'Iran. Et maintenant, je me dis que j'étais tellement stupide de croire que Donald Trump ne serait pas attaqué. C'est ce type qui ne comprend tout simplement pas de quoi il parle. Et voici ce que CNN a rapporté à ce sujet. CNN rapporte que l'unité est en cours d'envoi. Il ne révèle pas exactement où elle sera déployée, ni à quoi elle servira. Plus tôt, le président Trump a rejeté un nouvel avertissement de l'Iran concernant les troupes terrestres américaines dans la région. Voici ce qu'il a déclaré. Le régime iranien a déclaré à Sky News, « Si vous mettez des troupes au sol en Irak, ce sera un autre Vietnam. » Avez-vous peur de cela? Non, j'ai pas peur. Je n'ai vraiment peur de rien. Parce qu'il n'est pas l'un des leurs. Son fils n'est pas l'un des leurs. Et il s'en fiche, à mon avis. Je veux dire, je pense qu'il y a, et ce n'est pas pour être désinvolte ou hyperbolique ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il y a de très bons arguments pour invoquer le 25e amendement. Pas qu'il le ferait jamais, car j'ai déjà parlé de son cabinet, mais pour ceux qui ne le savent pas, le 25e amendement de la Constitution américaine établit les critères et la procédure permettant de destituer un président s'il n'est plus apte à exercer ses fonctions. Et je pense que les facultés mentales de cet homme, sa capacité cognitive, ne sont tout simplement plus là. C'est d'ailleurs ce qui aurait dû être fait avec Joe Biden aussi, bien sûr. Mais oui, l'idée que ces 2200 marines, ou peu importe le nombre dans l'unité expéditionnaire des marines, puissent d'une manière ou d'une autre forcer l'ouverture du détroit d'Ormuz est ridicule. Ils n'ont pas cette capacité. Ils ne sont pas présentés comme ayant cette capacité. Si vous parlez à quelqu'un qui s'y connaît un peu, il vous dira qu'il n'y a aucun moyen qu'il puisse faire quelque chose de ce genre. Vous savez, le MEU, sur ces 2200 marines, environ 1000 sont des combattants, si l'on peut dire, n'est-ce pas? Des fantassins et des marines associés, des marines des armes de combat. Ils peuvent donc faire des choses comme s'emparer de plateformes pétrolières, monter à bord de pétroliers, lancer des raids, où ils interviennent, frappent une cible, puis se retirent. Ils peuvent servir de base flottante pour des commandos comme Delta et les SEALs, comme cela a été le cas lors de l'enlèvement de Maduro. L'Iwo Jima a été utilisé pour cela dans les Caraïbes. Je veux dire, beaucoup des missions auxquelles servent ces MEU consistent à envoyer des marines pour renforcer les ambassades, n'est-ce pas? À utiliser les marines pour aider à évacuer les ambassades. Et je pense que c'est pour cela que j'ai été stupéfait qu'il n'y ait pas déjà une unité expéditionnaire de marine dans la région pour le faire, parce qu'il y a un précédent. Rien qu'en 2019, les marines ont renforcé l'ambassade à Bagdad parce qu'il y avait des inquiétudes très sérieuses et sincères que l'ambassade soit sur le point d'être prise d'assaut.
J'ai un ami qui était alors officier de sécurité diplomatique. Ce n'était pas une blague, vous voyez? Sans même parler de l'histoire de l'ambassade américaine à Beyrouth. Vous savez, je veux dire, il y a de nombreux exemples. L'expérience du corps des marines américains au Liban, remontant aux années 1950. Mais oui, l'idée que cette force de 2000 marines va d'une manière ou d'une autre être utilisée pour ouvrir le détroit d'Ormuz, comme certaines personnes semblent le penser, comme si le détroit était fermé parce que les Iraniens avaient construit un château sur une île et tendu une immense chaîne à travers le Golfe, juste à l'embouchure du détroit, comme si on était en 1721 ou quelque chose du genre. En réalité, nous ne sommes même pas certains que les Iraniens aient miné le détroit d'Ormuz. Nous disons que nous ne sommes pas sûrs, car je ne pense pas que les Iraniens aient déclaré l'avoir fait. Nous n'avons vu aucune preuve de cela. Et plus important encore, les navires continuent de passer. Les Iraniens laissent passer les navires qu'ils veulent laisser passer. Et c'est là que tout devient insensé, car les Américains disent « Nous permettons aux navires iraniens de passer », tandis que d'autres demandent « Pourquoi les Américains ne bloquent-ils pas le golfe d'Oman pour empêcher les navires iraniens de passer ?» C'est parce que la situation est tellement défavorable pour les États-Unis. La stratégie iranienne ici, leur recours à la guerre économique, est si déroutante, si écrasante, que les Américains ne peuvent pas arrêter les navires iraniens. Car s'ils le faisaient, cela retirerait environ 3 millions de barils de pétrole du marché. Et maintenant, les Chinois, vers qui va la majeure partie de ce pétrole, vont vraiment commencer à se retirer du marché. Le Brent était à 110 plus tôt dans la journée, je crois. Et le WTI, la référence américaine, était à 100. Maintenant, on va voir ça grimper à 120, peut-être 125, si cela se produit. Donc le simple fait que les Américains ne puissent même pas faire quelque chose comme empêcher les Iraniens de vendre leur pétrole, alors que les Iraniens bloquent le détroit d'Ormuz, montre à quel point les Américains se sont mis dans une position où, encore une fois, ils n'ont pas l'initiative. Tout ce qu'ils font ne fait que créer davantage de dilemmes et de problèmes pour eux-mêmes. Mais l'idée que nous savons que ce n'est pas miné vient du fait que ces navires passent par là. Je doute fort que les Iraniens aient ouvert un canal spécial pour ces navires ou qu'ils les guident de cette manière. Je ne pense pas qu'ils feraient cela. Je crois simplement qu'ils ont cette idée en tête, parce qu'ils n'ont pas besoin de poser des mines. Ils peuvent simplement exercer ce qu'on appelle un contrôle par le feu. Tant qu'ils disposent de la menace de drones et de missiles capables de frapper les navires traversant le détroit, ou simplement présents dans le golfe Persique ou le golfe d'Oman, cela leur suffit. Ils n'ont besoin que de cette menace. Et les armateurs, et plus encore leurs assureurs, ne permettront pas aux navires d'avancer. C'est exactement ce qui s'est passé en mer Rouge. Les Houthis n'ont pas eu besoin de frapper beaucoup de navires, n'est-ce pas? Pour que, en gros, la moitié ou les 2/3, selon la période, des navires cessent d'utiliser la mer Rouge. Et les armateurs et leurs assureurs ont dit « Vous devez passer par l'Afrique du Sud. Ajoutez 2 semaines de voyage à cet envoi. » Et oui, c'est absurde, tout simplement. On regarde ça et on se demande comment ils peuvent penser que ça se passe bien. Comment n'ont-ils pas pu prévoir cela? Et il n'y a aucun moyen pour eux d'améliorer la situation. Et maintenant, on parle d'envahir l'Iran, ce qui est complètement absurde. Nous ne pouvons pas envahir l'Iran à proprement parler. Nous n'avons pas la force. Nous n'avons pas les troupes. Encore une fois, comme je l'ai dit plus tôt, il faudrait en gros une force de la taille de celle que les Américains avaient pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, que pourriez-vous faire? Envoyer les marines?
faire sauter la 111e division aéroportée d'assaut ou la 82e division aéroportée sur certaines îles, en particulier celles qui pourraient être sans défense, planter un drapeau, tourner quelques vidéos, donner l'impression que nous faisons quelque chose. Bien sûr. Mais ensuite, que se passe-t-il? Vous avez maintenant des soldats américains essentiellement sans protection face aux mêmes missiles balistiques et drones iraniens dont nous parlons depuis plusieurs semaines. Qu'est-ce que cela accomplirait, à part provoquer des pertes américaines et produire quelques vidéos d'un drapeau flottant sur une plage iranienne d'une île dont personne n'avait jamais entendu parler auparavant? Je veux dire, donc les choix ici consistent soit à créer encore plus de problèmes, non? Par exemple, empêchons les Iraniens d'envoyer leurs pétroliers vers la Chine. Très bien, mais cela va créer un problème encore plus grave pour nous sur les marchés. Ou bien cette idée selon laquelle on pourrait débarquer les marines sur une île, encore une fois, que personne n'a jamais entendu nommer, mais on pourrait filmer quelques vidéos et les mettre sur Instagram, tu vois. Et qu'est-ce qu'on aurait vraiment accompli? Rien. Et on risquerait probablement de faire tuer des marines. Voilà les options qu'il semble avoir. Et c'est vraiment incroyable. Absolument incroyable. Nous ne devrions pas être surpris, bien sûr. Mais enfin, nous en sommes là. Avant de conclure, Matt, il semble que finalement, même si je ne sais pas à quel point c'est sérieux, l'Europe montre enfin un peu de fermeté en disant aux États-Unis, à Donald Trump, qu'elle a des politiques différentes en ce qui concerne la guerre au Moyen-Orient. Combien de temps peuvent-ils maintenir cette position? Vont-ils la conserver ou vont-ils céder, comme on l'a vu dans d'autres cas? Je pense qu'ils vont, à l'exception de quelques-uns, comme l'Espagne et Pedro Sanchez là-bas, je pense qu'ils essayent de jouer sur les deux tableaux. On les a vus envoyer des navires en Méditerranée orientale. On les entend parler de la défense de leurs bases dans la région. Mais quand il s'agit de l'idée de réellement entrer en guerre, ils disent non. Donc, en quelque sorte, ils participent à la guerre, mais sans y participer. Je veux dire, ils le disent de manière bien plus éloquente et articulée que Donald Trump. Tu sais, quand il affirme que la guerre ne fait que commencer et qu'elle est aussi terminée. Mais il y a clairement une certaine ambiguïté, je trouve, un désir de maintenir les relations avec les États-Unis, de passer outre Donald Trump et d'espérer simplement une sorte de Deus ex machina qui mettra fin à cette guerre. Encore une fois, la meilleure chose qu'ils pourraient faire, les Européens, je veux dire, ne serait pas d'envoyer des navires dans le Golfe Persique pour ouvrir le détroit d'Ormuz, mais d'abattre les avions de guerre américains et israéliens. Ce serait la manière, pas la plus facile, mais la manière d'ouvrir réellement le détroit d'Ormuz. Le fait que les Européens, ainsi que les Japonais, les Sud-Coréens, les Australiens et d'autres, soient confrontés à la possibilité très réelle d'une guerre régionale qui serait désastreuse et pourrait facilement s'étendre au-delà de la région, et à la quasi-certitude d'une récession mondiale, voire d'une dépression à cause de cela. Et ils préféreraient encore risquer tout cela plutôt que d'envoyer leurs navires dans une sorte de flottille destinée à rouvrir le détroit d'Ormuz. Je pense que cela dit tout ce qu'il faut savoir sur à quel point cette guerre est complètement détraquée, impossible à gagner et franchement ridicule. Donc je pense que le point de vue européen, c'est « restons vagues, ne gâchons pas les relations futures, ne rendons pas les choses inconfortables à Bruxelles, à notre quartier général suprême des forces alliées, à l'OTAN. Mais assurons-nous aussi que notre opinion publique sache que nous ne nous impliquons pas là-dedans. Et dans ce cas aussi, je pense que ce n'est même pas comme si, certainement, je ne crois pas que quiconque dans votre émission soit un admirateur de Starmer, de Merz, de Macron ou de qui que ce soit d'autre.
Une grande partie de ce qu'ils font, à mon avis, relève du pur intérêt personnel, ou bien ils cherchent à détourner l'attention de leur population des problèmes de leur propre pays. Vous savez, la guerre en Ukraine, bien sûr, comporte beaucoup de ces éléments. Mais dans ce cas précis, je pense vraiment que la réticence des Européens à s'impliquer tient beaucoup au bon sens, à leur propre discernement. Ils se disent, c'est une mauvaise chose. Cela ne finira pas bien. C'est quelque chose dans lequel nous n'avons pas besoin de nous précipiter, ce sable mouvant. Je veux dire, on a vu les Britanniques céder et dire aux Américains, oui, vous pouvez utiliser nos bases pour des missions défensives. Et ensuite, on a vu des B-1 décoller, comme si c'était vraiment des missions défensives ou quelque chose du genre. Partir bombarder des cibles, tirer des missiles sur des cibles en Iran. Je pense que le point essentiel cependant, c'est qu'on commence à voir une certaine résistance. Il y a eu ce grand article hier dans The Guardian où Jonathan Powell, qui était le conseiller à la sécurité nationale britannique et qui a participé aux négociations entre les Iraniens et les Américains à Genève, était présent. Il a vu Witkoff, il a vu Kushner. Il a constaté à quel point ils sont incompétents. The Guardian a publié un article décrivant ce qu'il avait observé là-bas, que les Iraniens agissaient de bonne foi, qu'un accord était possible, et que ce qui avait été proposé auparavant était plus que raisonnable. Ce n'était pas un accord complet, mais cela allait clairement dans la bonne direction, établissant en substance la position britannique selon laquelle les Américains mentent à propos de ce prétendu manque d'opportunités diplomatiques. Et puis, bien sûr, le point culminant de cet article se trouve à la toute fin, où quelqu'un des États du Golfe déclare « Nous comprenons tous que Kushner et Witkoff sont essentiellement des agents d'Israël qui entraînent Donald Trump dans cette guerre. » Et cela, bien sûr, rejoint ce qu'a dit Joe Kent et ce que beaucoup d'autres ont affirmé. Merci beaucoup, Matt, d'être avec nous aujourd'hui. Un grand plaisir, comme toujours. Merci, Nima. Toi?